Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Dunkerque, c'est le titre du film de Christopher Nolan qui est en salle depuis le 19 juillet et Franck Ferrand en profite aujourd'hui pour nous raconter l'opération Dynamo. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Cet épisode militaire a laissé des traces dans notre mémoire collective. C'est à la fois une épopée, une tragédie que je vais évoquer. Nous le ferons aussitôt après le récit en compagnie de Jean Lopez, fondateur du magazine Guerre et Histoire. Et du coup, est-ce que c'est à Dunkerque que vous allez nous emmener à la fin de l'émission ? Eh bien oui, figurez-vous, vous imaginez ça tombe bien. Nous irons en compagnie de Vanessa Zah qui nous montrera un visage un peu plus souriant de la côte d'Opale. Et puis Dunkerque, où des milliers d'hommes encerclés, le dos à la mer, cherchaient à s'embarquer pour l'Angleterre dans un déluge de bombes. Imagine-toi qui es douillettement installé dans tes draps. Imagine cette pluie de feu, ces paysages obscurcis par une épaisse fumée noirâtre, le sifflement des obus, le crépitement des mitraillettes. Imagine les carcasses de bateaux, les hommes à la mer. Imagine. C'est ce texte de Joseph Kessel que Jacques Duquesne a mis en exergue de son livre Dunkerque 1940, une tragédie française. En mai 40, Kessel est à Dunkerque. Il est reporter de guerre. Jacques Duquesne, lui, est alors encore loin d'être journaliste puisque c'est un petit garçon de 10 ans qui vit à Dunkerque avec sa famille. Et c'est à travers les yeux de ce petit garçon qu'il nous raconte son Dunkerque d'une certaine manière. La bataille est entrée dans la légende de l'histoire comme un épisode de sauvetage spectaculaire, évacuation incroyable grâce à ce qu'on appelle donc l'opération Dynamo, nous y reviendrons tout à l'heure. Évacuation de plus de 300 000 soldats alliés, des Anglais bien entendu, mais aussi des Français qui échappent à l'armée allemande par voie maritime pendant 9 longues, très longues journées. Du 27 mai au 4 juin 1940, soldats, marins, civils prennent part à cette opération que Churchill qualifiera de miracle. Pourtant, pour le petit garçon de 10 ans qu'est alors Jacques Duquesne, cet événement ne revêt pas tout à fait les mêmes couleurs. Voici son Dunkerque, si vous le permettez. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Au milieu du mois de mai 40, le hurlement des sirènes d'alerte est devenu le quotidien de tous les habitants de la région, et notamment donc du petit Jacques. Dans ce grand port sur la mer du Nord, à quelques kilomètres de la Belgique, circulent depuis quelques semaines toutes sortes de rumeurs. Des rumeurs que l'on murmure dans les commerces, les boulangeries, les boucheries. Des parachutistes allemands devraient attaquer la ville. Des espions déguisés en bons français, comme on dit, ou en faux prêtres. Ces espions cacheraient des armes dans leurs vêtements amples. Les rumeurs les plus sottes trouvaient parfois crédit, surtout peut-être chez les enfants et les adolescents, nous dit Jacques Duquesne. Le 17 mai 1940, le jeune garçon est à l'école lorsqu'il comprend que quelque chose de grave est en train de se passer. Il est en classe du Certif, c'est donc sa dernière année d'école primaire, à l'école Frédéric Duriot de la rue du Lion d'Or. Son école va être bombardée, là, quelques jours plus tard. Ce vendredi 17 mai, la maîtresse dit à tous les élèves de ranger leurs cahiers dans leurs sacs et les livres d'école dans les casiers. « L'école est finie », dit-elle aux enfants. « Elle est fermée ». Surprise dans les yeux de tous les gamins, vous imaginez ? Ce sont des vacances anticipées qui, disons-le, ne réjouissent pas les enfants pour autant. Jacques Duquesne notera « Je ne me souviens pas d'avoir vu un seul de mes copains sourire ou à la sortie raconter la moindre bêtise. Tout cela nous paraissait idiot. Nous ne connaissions pas le mot absurde, pas moi en tout cas. » Un sentiment d'absurdité, voilà ce qu'on ressent, sans pouvoir le nommer lorsqu'on est encore un petit garçon. On peut dire de Jacques qu'il pressent la gravité de la situation. Alors, que sait-il exactement de ce qui se joue ? Est-ce qu'il sait que les divisions de Panzer commandées par le général allemand Guderian ont envahi la Belgique et les Pays-Bas quelques jours plus tôt, qu'elles viennent de percer le front de Sedan, qu'elles s'apprêtent à prendre à revers les armées alliées qui s'engagent donc dans le Nord ? Non, bien sûr que non, le petit garçon de 10 ans ne sait rien de tout ça. « J'avais 10 ans, je ne savais rien de la guerre », écrira-t-il. Il ne sait pas non plus que le commandant en chef de l'armée française, le général Weygand, après une offensive ratée, a ordonné la retraite des troupes alliées vers la mer. Anglais et Français vont se retrouver pris au piège, retranchés dans ce qu'on va bientôt appeler la poche de Dunkerque. La situation semble quasiment sans espoir. Les avions allemands lâchent dans la région des tracts rédigés en anglais et en français, et l'on peut lire sur ces tracts allemands « La guerre est finie pour vous. Vos chefs vous abandonnent et vont s'enfuir par avion. Vous êtes encerclés.
à bas les armes. Pas moins de 400 000 hommes des armées alliées sont maintenant coincés sur ce qui devient une étroite bande côtière, cette bande de Dunkerque, entre les chars allemands d'un côté qui les menacent d'anéantissement et de l'autre la mer bien sûr. La fuite par voie de terre est impossible, ces hommes semblent condamnés à périr, à moins qu'on ne parvienne à venir à les récupérer par la mer. Seulement comment faire ? En Angleterre, à Douvres, s'organise ce qu'on va donc appeler l'opération Dynamo, vaste opération de sauvetage maritime. Tout ce qui est apte à naviguer, des grands destroyers de la Royal Navy jusqu'aux yachts privés, aux ferries, aux chalutiers, à des petits bateaux de pêche, à des canots de sauvetage, tout est mobilisé. Dès le 26 mai au soir, cette incroyable armada, complètement hétéroclite, prend la mer, s'élance donc sur la Manche en direction des côtes françaises avec comme ambition de rapatrier évidemment le plus de monde possible. On a prévu de sauver entre 30 et 45 000 hommes, vous avez bien entendu les chiffres, entre 30 et 45 000 hommes sur les 400 000 bloqués de l'autre côté du Channel. À Dunkerque, pendant ce temps-là, la ville est en proie au bombardement. Le petit Jacques entend le sifflement des balles et puis, depuis le petit appartement familial du 17 rue de la Paix où il vit avec ses parents, son frère et sa sœur, il entend évidemment les bombes qui sifflent en descendant. Le samedi 18 mai au soir, il est réveillé par les alertes, ces sirènes terribles, les canons de la DCA, des explosions de bombes. L'enfant comprend que les Allemands sont tout près. Les explosions se rapprochent, les murs de la maison se mettent à trembler, la famille court, se cacher dans la cave. L'électricité est coupée, comme c'était très souvent le cas pendant ces moments-là. Et dehors, les bombes se mettent à exploser dans des gerbes de flammes. Le ciel s'embrase et c'est partout une pluie d'obus. La guerre était là, pense le petit Jacques. La totale, comme il disait, c'était clair. Les Allemands ne nous lâcheraient plus. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Cet après-midi, Franck, vous nous racontez du point de vue d'un petit garçon de 10 ans le célèbre épisode de Dunkerque en 1940. Dynamo, c'est le nom de code. C'est le sauvetage extraordinaire des soldats alliés par bateau. Je me demandais quand même quel est le rôle des Français dans cet épisode. Ah, votre question me donne des frissons parce que pour tout vous dire, mon grand-père était à Dunkerque. D'accord. Et donc j'ai entendu raconter cette histoire pendant toute mon enfance. Pendant que les opérations d'évacuation commencent, les Français sont là pour garder le front, vous savez. À Lille, ils tentent de ralentir la progression des blindés, allemands bien sûr. Ils font tout pour retarder l'entrée de la Wehrmacht dans Dunkerque. Et par ailleurs, parmi les 400 000 soldats alliés qui attendent sur la plage de Dunkerque, donc il y a quelques 150 000 soldats français. Et nous verrons dans un instant avec Jean Lopez comment ils en sont arrivés là, si je puis dire, comment ils se sont retrouvés dans cette situation. Alors par ailleurs, la question de l'évacuation est sujette à débat. À ce moment-là, pendant les années de guerre, la propagande du régime de Vichy a entretenu le mythe d'une trahison des Anglais qui auraient purement et simplement refusé de prendre à bord des bateaux les fameux Froggies. Les Anglais d'abord, près de 140 000 Français en vérité, vont parvenir à franchir la Manche sous le feu de l'ennemi. Beaucoup sont allés de l'autre côté en Angleterre. C'était donc, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais c'était le cas de mon grand-père. Et après avoir fait un séjour en Angleterre, ils sont revenus en France. Certains se sont de nouveau battus et beaucoup ont été faits prisonniers, j'allais dire pour la deuxième fois. En tout cas, ont été piégés pour la deuxième fois et fait prisonnier pour la première. L'incroyable opération d'évacuation commence dès le 27 mai 1940 au matin, dans un chaos indescriptible. Les embarcations anglaises accostent une ville en flammes. Ce jour-là, un déluge de feu s'abat sur Dunkerque. 30 000 bombes font exploser les docks, tous les édifices stratégiques, les grands édifices, les réserves d'essence, etc. Et il faut imaginer cette bande noire qui obscurcit toute une partie du ciel, au-dessus du port et des plages. C'est cette fumée épaisse d'une raffinerie bombardée qui est en flammes. Aragon parlera d'un grand halali noir. Il écrira, je le cite, « J'ai cherché partout une image dans les deux sens du terme, une chose peinte ou une métaphore, ne serait-ce qu'une métaphore pour vous parler de Dunkerque. Orange éclaté, plomb fondu, halali noir, piège de tonnerre et d'écume, kermesse de l'agonie. Tout n'est que dérision. » Sous-entendu par rapport à la réalité vécue. La plage de Dunkerque est parsemée de tanks,
d'épaves, elle est noircie d'une incroyable cohue. Imaginez ces centaines de milliers de soldats alliés qui, dans une sorte de désordre, se pressent pour aller embarquer dans ces bateaux qui maintenant arrivent pour échapper au feu, pour échapper au mitraillage des Allemands. Le premier jour, 7600 hommes parviennent à prendre pied à bord des navires. Le deuxième jour, 17 900. Alors évidemment, les chiffres nous paraissent très insuffisants quand on connaît la masse des hommes qui sont là pris dans la nasse. Mais en même temps, vous imaginez ce que ça représente. Essayez 2 secondes de visualiser ce que représentent ces 17 900 hommes qu'on arrive à récupérer. Ouais. C'est complètement fou. Et le troisième jour, on va encore aller bien plus loin, 47 400 hommes, dans des conditions qu'il faut imaginer effroyables, dans une atmosphère de fin du monde, alors que la Luftwaffe continue de bombarder abondamment la plage et les navires. Il y a près de 250 bateaux qui sont coulés quand même. Et cette évacuation néanmoins progresse. Alors, je cède la parole à Jacques Kessel, évidemment. Qu'on imagine un port en feu, couvert par-dessus le mur des flammes d'un moutonnement énorme de fumée noire et visqueuse, des jetées ébréchées par le bombardement, des carcasses de bateaux coulés, trouant partout la surface de l'eau, et au milieu de cette sorte d'hallucination, à travers le port tout pourri d'épaves et de pièges, des dizaines de bâtiments de tout rang et de tout âge, cherchant à accoster au plus vite pour emmener la masse humaine casquée et silencieuse qui se dresse dans la lumière de l'incendie le long des quais. Qu'on imagine tout cela, et l'on aura une faible vision de ce que fut le suprême départ de Dunkerque, le dernier épisode d'une entreprise qui, racontée quelques jours auparavant, eût semblé surhumaine et insensée. Je ne sais pas par quel prodige cette apparente démence portait ses fruits, mais quand tout semblait confondu, heurté, englouti, fracassé, un bateau soudain quittait une jetée avec des grappes humaines suspendues à son pont, puis un autre, et d'autres encore. Leur place était prise aussitôt, et cependant que continuait le chaos, un nouveau bâtiment enlevait sa frémissante cargaison. Alors l'autre Jacques, me direz-vous, le petit Jacques, notre Jacques Duquesne, lui ne voit rien de tout ça, bien sûr, avec sa famille, il est caché dans un petit village qui se trouve à 8 km de Dunkerque, qui s'appelle Tetgem. Il entend néanmoins le bruit des bombes et des obus, bien sûr. Il imagine ces scènes de panique à travers les récits que fait son père, qui tous les jours se rend au centre-ville. Il va à Dunkerque pour son service le soir du lundi 27, nous dit-il, 27 mai. Une date que nous n'oublierons jamais. Nous attendîmes longtemps le retour de notre père sans oser nous le dire. Ce jour-là, pour jouer le grand et terrible jeu, détruire le port et la ville, Göring avait décidé un nouveau type de bombardement qui avait fait ses preuves, si l'on ose dire, pour la première fois en 1937 à Guernica. Nous l'ignorions, bien sûr, au soir de ce jour, en voyant notre père apparaître enfin sur son vieux vélo au bout de la route. Il en parla à peine alors, épuisé comme hébété, traînant des odeurs d'incendie, de poussière et de pourriture. Dès le matin, il avait dû se frayer un chemin à travers les rues encombrées de briques, de pierres et de pavés, de voitures écrasées, d'un amas de meubles cassés et de boiseries qui brûlaient toujours. Il avait vu brûler la grande église Saint-Éloi. Mon père avait vu mourir tout le cœur de la ville. Et le lendemain matin de ce grand bombardement, donc le 28 mai, Jacques, son frère, sa sœur quittent leur refuge de Tetgem. Un ordre affiché sur la porte close de la mairie pousse à fuir vers la Belgique. Alors, Jacques et sa famille vont partir à pied vers la frontière belge. Ils traversent des routes détruites par les obus, des champs dévastés que survolent toujours les avions mitrailleurs de la Luftwaffe. Je cite encore Jacques Duquesne. Je ne sais même plus si nous avions peur ou si nous avions déjà pris des habitudes. Je me souviens en revanche d'un homme qui passait par là et qui revenait de Bergue à pied, semblait-il. Il parlait tout seul. Les Anglais, affirmait cet homme dont on ne distinguait pas le visage, les Anglais étaient partis sans prévenir personne. Nous n'avons pas voulu le croire alors. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. C'est dans les yeux d'un jeune garçon, Jacques, de 10 ans, que vous nous racontez aujourd'hui la bataille de Dunkerque en 1940.
Alors Jacques et sa famille, sous les bombardements, fuient Dunkerque, direction la Belgique Il n'y a maintenant. qu'un Jacques, tout à l'heure dans le feu de l'action, Oui. Pris par le beau Vous avez parlé récit de Jacques de Kessel. Mathilde Hirsch. J'ai parlé de Jacques Kessel. C'est ce qui ne manque Joseph. pas oui, On a tous c'était compris. incontestablement Joseph. Donc Jacques et sa famille trouvent refuge dans le petit village de Givelde, on est à la frontière belge. Ils sont hébergés par une vieille dame dans sa cave. Ils sont là avec 12 autres personnes et dans les rues du village, des soldats anglais s'amusent à se lancer des disques vinyles qu'ils rattrapent à l'aide d'une baïonnette. C'est le jeu du jour, si vous voulez. Ils sont désœuvrés, tous ces soldats. Jacques et son frère demandent s'ils peuvent prendre un disque. Un soldat lui en offre un, ainsi qu'un petit tourne-disque que Jacques va emporter dans la cave où il se cache avec sa famille. Et là, dans l'obscurité, alors qu'il brûle évidemment d'utiliser son nouveau jouet, si je puis dire, cette nouvelle acquisition, il enclenche le disque. Et le disque en question, c'est une chanson grivoise, c'est le Grenadier de Flandre. Évidemment, ça plaît pas du tout à la maman, ça, vous l'imaginez. Et Jacques se souvient surtout de toute cette affaire, de la gifle retentissante qu'il a reçue. C'est curieux, comme la mémoire, évidemment, sélectionne les événements. Ouais. Jusqu'à la fin de la bataille de Dunkerque, Jacques Duquesne ne reverra plus la lumière du jour de l'immense opération de sauvetage sur cette plage, sur ces grèves, sur cette côte. Il ne verra rien et on peut dire pourtant que jour après jour, l'opération se poursuit, qu'elle se poursuit sans faiblir. Et le succès de ce qu'on appelle donc l'opération Dynamo en termes militaires est incroyable et dépasse largement les espérances. Dans la nuit du 3 au 4 juin, les dernières embarcations quittent la plage. Plus de 300 000 soldats anglais et français sont déjà parvenus à prendre la mer. Le tout dernier navire s'appelle le Shikari. Il s'apprête à appareiller vers l'Angleterre. Il est à ce moment-là 3h30 du matin, donc dans cette nuit du 3 au 4 juin. Le navire est rempli à ras-bord. Les hommes se bousculent pour embarquer comme ils peuvent. Tous ne vont pas pouvoir prendre place, ils sont trop nombreux. Le Shikari largue les amarres. Il abandonne sur la plage encore entre 30 et 40 000 soldats. Et on voit certains d'entre eux dans un ultime espoir tenter de rejoindre l'embarcation à la nage. Seulement, ils ne vont pas pouvoir aller aussi assez vite, évidemment. Quelques heures plus tard, le 4 juin au matin, les Allemands entrent dans Dunkerque. Alors là, cette fois, la bataille de Dunkerque à proprement parler est terminée. L'ennemi a pris possession de la ville. Il a accroché en haut du phare l'étendard nazi. Les soldats alliés n'ont pas pu être sauvés tous, ça c'est terrible, et ceux qui n'ont pas pu être emportés, si je puis dire, eh bien, vont être faits prisonniers. N'oublions pas tous les noyés aussi, on va en reparler dans un instant. Le jeune Jacques et sa famille retrouvent son appartement de Dunkerque. L'appartement était complètement ravagé. Il faut apprendre à vivre dans cette ville complètement en ruine, et dans cette ville qui maintenant est occupée. Surtout, et Jacques Duquesne se souviendra du terrible sentiment d'abandon, d'humiliation qu'il a pu ressentir, et pourtant ce n'est qu'un tout petit garçon. Il y a en quelque sorte deux lectures de Dunkerque, et c'est ce que montre peut-être le film que certains d'entre vous ont pu voir depuis le milieu de l'été. Pour les Anglais, c'est un miracle, et Churchill va louer, je cite, « ce miracle de délivrance rendu possible par la valeur, la persévérance, la discipline parfaite, l'extrême compétence, l'ingéniosité, l'habileté et l'inaliénable fidélité. » Nous nous battrons, ajoute Churchill, et cette phrase est tellement célèbre, nous nous battrons sur les mers et les océans, nous nous battrons avec toujours plus de confiance, nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons sur les terrains de débarquement, nous nous battrons dans les champs et les rues, nous nous battrons dans les collines, nous ne nous rendrons jamais. C'est le célèbre discours du 4 juin 1940, discours fondateur quasiment du grand affrontement planétaire que va devenir la Seconde Guerre mondiale. Mais pour les Français, évidemment, c'est l'autre lecture. Et pour le petit Jacques, qui a l'impression d'avoir été, lui, abandonné par les Anglais dans cette ville occupée par l'ennemi, plane sur Dunkerque un goût terrible et terriblement amer de défaite. Un sentiment, évidemment, que va se charger d'exacerber la propagande du nouveau régime de Vichy dès qu'il sera créé, là, dans quelques jours maintenant. Jean Lopez, bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi pour essayer d'y voir plus clair dans cet épisode de Dunkerque qui revient à la surface des mémoires, qui remonte à la conscience grâce à un film. Alors on pense ce qu'on veut du film, d'ailleurs nous n'allons pas en parler aujourd'hui spécialement de ce film, mais en tout cas, c'est vrai que cet épisode a profondément marqué au moins une, sinon deux générations, parce que nombreux ont été les témoins qui ont raconté ce qu'ils avaient vécu. C'est une opération qui a touché énormément de monde.
Oui, elle a touché d'autant plus les Français qu'elle intervient au moment où s'annonce une série de catastrophes pour le pays, car certes, Dunkerque est une victoire pour l'Angleterre, mais c'est aussi la grande défaite de la France. Nous avons perdu. Très ambivalent ce sujet. C'est très ambivalent. Nous avons perdu notre allié belge qui a fait défection dans la bataille. L'armée anglaise est partie. Une petite partie d'entre elles reviendra sur le continent dans les jours qui suivent, mais pas à la hauteur de ce qu'ils ont embarqué. Nous sommes donc bien seuls et à ce moment-là, plus personne ne se fait d'illusions sur la suite. La bataille de France est perdue. Donc, c'est ambivalent, oui, ça l'est toujours. Le film a suscité des réactions extrêmes encore aujourd'hui. Les accusations... Surtout en France, il faut le dire. En France, les accusations ont fusé de tous côtés. La vieille légende selon laquelle les Anglais nous ont trahis et abandonnés a refait surface dans certains milieux. Je pense qu'on n'en finira pas. Et puis, vous l'avez bien souligné par ces très beaux extraits, il y a eu peu de batailles aussi dramatiques que celle-là. Parce qu'on connaît très peu dans l'histoire d'évacuation de cette ampleur. C'est même un record. C'est un anti-débarquement, si l'on peut dire. Absolument. Absolument. Et d'ailleurs, c'est très curieux parce que certains des soldats britanniques, plusieurs milliers d'entre eux qui rembarquent à Dunkerque, débarqueront le 6 juin 1944, n'ayant rien fait d'autre entre les deux périodes que de rembarquer d'un côté et de débarquer de l'autre. Oui. Non, mais c'est vrai que ça, c'est l'ironie de l'histoire, si l'on peut dire. Le côté souriant lorsqu'on regarde les choses de très loin. Mais évidemment, lorsqu'on se rapproche, on n'a plus du tout envie de sourire, car ce qu'ont vécu ces hommes, et on va entrer dans le détail des opérations et dans la stratégie avec vous dans un instant, mais ce qu'ils ont vécu, c'est une apocalypse, en vérité. Absolument. Et n'oublions pas le martyre des Dunkerquois, qui ont perdu leur ville, qui était une des plus belles villes de Flandre, qui est aujourd'hui, quand on la voit aujourd'hui, elle est toujours sympathique, mais au point de vue architectural, mais on en parlera tout à l'heure avec Vanessa, bien sûr. Elle a perdu énormément, et puis il y a plusieurs milliers de civils qui ont péri dans les ruines, probablement des amis et des connaissances du petit Jacques Duquesne. Et bien sûr, bien entendu. Alors, nous allons essayer de remettre les choses à plat, de prendre les questions l'une après l'autre et d'essayer de bien comprendre ce qu'il s'est passé, quelles sont les responsabilités de part et d'autre, quelles auraient pu être les options que n'ont pas choisies les grands chefs de l'époque. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire de la bataille de Dunkerque en 1940, une bataille que vous pouvez revivre actuellement au cinéma avec le film Dunkerque, film très étonnant puisqu'on est en plein cœur de la bataille, film signé Christopher Dolan. Alors justement, nous allons en parler de cette bataille plus en détail avec votre invité, Franck. Vous recevez Jean Lopez, il est fondateur et directeur de la rédaction de Guerre et Histoire et il vient de diriger le volume 2 des mythes de la Seconde Guerre mondiale qui sortira le 21 septembre prochain chez Perrin avec Olivier Vievorka. Et justement, il y a beaucoup de questions sur les réseaux sociaux, Franck, et notamment celle-ci, celle de Guillaume qui revient plusieurs fois. Est-ce que nous avons sacrifié les derniers soldats français pour permettre aux Anglais de quitter Dunkerque ? Alors voilà, c'est toujours la grande et principale question, si je puis dire. Le sentiment d'un certain nombre de tous ceux qui n'ont pas pu être embarqués, tout simplement, d'avoir été lâchés, trahis. Certains même, c'est une autre auditrice ou auditeur, je ne sais plus, là, qui nous dit qu'il y avait cette légende qui circulait dans la France occupée, qu'on coupait les doigts des soldats français qui voulaient, pour les empêcher, c'est les Anglais qui faisaient ça, pour les empêcher de monter à bord des embarcations. Alors que faut-il penser de tout ça, Jean Lopez ? Il y a deux éléments à retenir dans cet ensemble de mythes et légendes qui naissent immédiatement après la bataille et qui ne sont jamais morts jusqu'à aujourd'hui. Le premier, c'est que les Anglais ont commencé à embarquer leur arrière-garde, parce que c'était elle qui était la plus proche de Dunkerque. Ensuite, ils ont donné priorité aux unités constituées, c'est-à-dire aux hommes qui restaient au sein des compagnies, des bataillons, des régiments, sous la garde de leurs officiers. Autrement dit, ils ont écarté les inorganisés, les errants, les perdus, ceux dont on ne savait pas d'où ils venaient. Ça, c'est la première chose. Or, il se trouve que leur armée a conservé beaucoup plus sa discipline jusqu'au bout que ne l'ont fait un certain nombre d'unités françaises. Le troisième élément important à retenir, c'est que les Français, les Anglais et les Belges se sont répartis la garde de cette tête de pont autour de Dunkerque. Lorsque les Belges ont quitté la bataille le 28 mai, il s'est ouvert un trou. Il a donc fallu réduire cette poche pour mieux la défendre. Les Français se sont chargés des 2 tiers du secteur, les Britanniques d'1 tiers.
La suite a Les été... Français ont beaucoup donné, là, disons les choses. Mais de toute façon, les Français ont beaucoup donné jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais je dirais même que dans une opération de ce type, qui consiste à reculer tout doucement vers la plage, en laissant le temps aux camarades qui sont derrière d'embarquer, et puis embarquer les derniers au dernier moment, on voit à quel point c'est délicat, n'est-ce pas ? Donc les 3 dernières unités qui sont restées pour protéger toutes les autres sont en effet des unités françaises, 60, 68e, 32e division. Ce sont des unités de notre armée. Elles ont un plan d'évacuation. Dans la nuit, ça va être très délicat. Mais que se passe-t-il ? Au cœur de la nuit, au moment où le gros de ces unités arrive devant les quais et les plages, à ce moment-là sortent des ruines de Dunkerque, des forts, des soubassements, des terrains vagues, plus de 40 000 déserteurs, inorganisés, pillards de toute nature, qui sont les reliquats de nos armées chassées du Nord, et qui vont se précipiter sur les quais en créant une cohue gigantesque qui va rendre impossible l'embarquement de ces unités constituées. Autrement dit, c'est ce chaos de dernière minute dont la Royal Navy n'est pas responsable qui va empêcher l'acheminement de ces hommes. Imaginez ce que ça veut dire. Les quais sont dévastés. Les bateaux s'approchent le plus près possible. Qu'ils peuvent, on jette des passerelles de fortune. Un homme derrière l'autre, sans aucun équipement lourd, doit pouvoir le franchir. Il faut que tout ça soit organisé. Sans compter que tout ça se fait sous la mitraille et les bombardements. Ils l'ont fait pendant la nuit, c'est planifié pendant la nuit. Sauf que la nuit, à 5h moins le quart, les bombardiers on est au mois de juin. Donc on a en gros 6 heures. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais la cohue a empêché la Royal Navy de faire le travail jusqu'au bout. Et il a fallu partir. Or, au moment où tout le monde se précipite sur les quais, ça veut dire qu'il n'y a plus personne pour retenir les Allemands. Donc les Allemands sont derrière, ils talonnent, et à un moment donné, les navires sont à portée des canons allemands, il faut vite déguerpir, et on laisse sur les moules et sur les plages 40 000 gars, 40 000 Français, dont une partie viennent de ces 3 divisions qui ont été héroïques, une autre partie sont des égarés, des déserteurs, des attardés. Oui, les déserteurs n'étant pas la majorité. Je fais très attention parce que là, je n'ai pas envie de recevoir des messages. Mais le fait est réellement attesté, c'est l'arrivée de ces malheureux perdus qui sont, dans toutes les batailles, vous avez ce phénomène de soldats qui se cachent, qui n'ont plus d'ordre, qui ont quitté leur unité, qui sont parfois choqués par la bataille elle-même. Ces hommes ont rendu impossible le départ des derniers. Et ça pose évidemment la question des responsabilités côté français. Je parle là de la hiérarchie militaire, puisqu'il y a cette désorganisation dont vous parlez, qui s'est manifestée de façon très criante à partir de la 2e quinzaine du mois de mai 1940. N'oublions pas que l'offensive allemande ne date que du 10 mai, d'ailleurs, puisqu'avant c'était la drôle de guerre pendant laquelle il ne se passait pas grand-chose. Et donc une désorganisation générale, et puis surtout, comment est-on allé s'enfermer comme ça le long d'une côte ? Qui a eu cette idée, si je puis dire ? Là, il faut évidemment avoir un petit peu la carte en tête, mais en gros, le 10 mai, les Allemands attaquent en Belgique et aux Pays-Bas. C'est ce qu'on appellera un petit coup de muleta. C'est pour faire charger le taureau français-anglais qui va foncer vers le nord, en Belgique, conformément au plan de notre état-major. Sauf qu'il s'agit d'une feinte. Le gros des forces allemandes passe à côté là-bas, à l'est. Voilà, avec les fameux Panzers, passe par le massif des Ardennes, vient cogner à Sedan qui est gardé par des unités qui ne sont pas de première valeur, et moyennant un engagement massif de son aviation, parvient à faire une brèche que vont être exploités les chars, qui marchent quand même à 30 ou 40 à l'heure. C'est ce duo blindé-avion qui va être faire merveille. Bien sûr. Hélas, à notre détriment. Oui. Et en quelques jours, la percée du 13 mai, et 7 jours plus tard, les Panzers qui sont rentrés dans notre dispositif à Sedan sont sur la mer, à Noyelles, incroyable, à l'embouchure de la Somme. Voilà donc toutes nos armées du Nord coupées du reste de l'Hexagone. C'est l'occasion de dire, parce qu'on ne le soulignera jamais assez, que cette campagne de 1940, si brève et défectueuse ait-elle pu être, a été une campagne très dure, très sanglante. Les gens se sont battus. Il ne faudrait pas croire que les Français n'ont fait que courir devant les Allemands, loin de là. Bien sûr que non, elle est très violente. Les Français ont laissé plusieurs dizaines de milliers de tués. Les Allemands ont perdu au total un peu moins de 45 000 hommes. Les Anglais ont laissé 7 ou 8 000 tués. Les Belges ont aussi payé leur écho. Mais il faut reconnaître que la responsabilité fondamentale de tout cela incombe à un commandement français qui a été totalement dominé par son adversaire. Dépassé, oui, totalement dominé. Courant constamment après la décision. Ce ne sont pas les hommes ni les armes qui ont manqué.
contrairement à ce que dira Pétain dans son premier discours, c'est réellement l'intelligence militaire qui a manqué à nos chefs qui sont restés au modèle de 1918, Et en gros. est-ce que cette intelligence militaire a aussi manqué à Hitler ? Pourquoi n'a-t-il pas pris Dunkerque au moment où il pouvait le faire, dès le 24 mai ? C'est une question que je vais vous poser dans un instant. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, au cœur de cette histoire de la bataille de Dunkerque en 1940. Et vous êtes vraiment très nombreux aujourd'hui, plus que d'habitude, à témoigner sur les réseaux sociaux, à poser des questions. Il y a Pascal qui a posé un message sur la page Facebook. Il vous pose cette question à vous, Franck Ferrand, ainsi qu'à votre invité, Jean Lopez. Souvenez-vous de ce dialogue entre Belmondo et un Anglais dans le film Week-end à Zuidcote. De mémoire, le Britannique disait à Belmondo « Cette opération Dynamo est une grande victoire ». Réponse du Français « Oui, encore une victoire comme celle-ci et l'Angleterre n'existera plus ». Alors, est-ce que c'est Henri Verneuil qui a imaginé ce dialogue ? En fait, c'est une adaptation d'une phrase qu'on prête à Churchill. Ouais. Il disait encore une victoire comme ça et on perd la guerre. Hein. On ne gagne pas les guerres avec des évacuations. Non, là, c'était une victoire logistique, mais une sacrée défaite quand même globale. Oui. Hubert, justement, nous dit, n'oubliez pas le roman de Robert Merle, Week-end à Zuidcote. Non, bien sûr, hein, le film d'Henri Verneuil est tiré du grand roman de Robert Merle que personne ne songerait à oublier, évidemment. Vincent nous dit que son grand-père, simple soldat, était prisonnier à Dunkerque, qu'il est resté toute sa vie très rancunier envers les Anglais. Et dans le même ordre d'idée, Véronique nous dit que sa grand-mère, qui avait 13 ans en 40, a toujours décrit cette bataille comme en disant que les Anglais avaient abandonné les soldats français. Vous voyez, il y a toujours cette idée qui traîne. Roselyne nous dit, ma cousine, qui avait l'âge de Jacques Duquesne, voulait aller jouer avec les soldats sur la plage et s'était sauvée de la maison avec une copine. Elle aussi a reçu une sacrée gifle. Un obus est tombé à travers le toit dans le lit de ma mère, réfugiée aussi dans la campagne avec ses parents et dans le port bombardé, brûlait les pétroles. Une question de Déborah via Facebook, et puis nous revenons à nos grandes questions stratégiques et à la décision de Hitler de ne pas tout de suite envahir Dunkerque, de ne pas tout de suite rentrer dans Dunkerque. Déborah vous demande, Jean Lopez, ce qu'il faut penser de cette assertion qui se trouve dans le film de Christopher Nolan, qui parle de bateaux anglais que Churchill aurait gardés pour protéger l'Angleterre. Il aurait gardé une réserve en quelque sorte. Il a gardé les capital ships, c'est-à-dire les navires, les gros navires, qui de toute façon ne pouvaient pas s'approcher si près de la côte et qu'il aurait été absolument inconsidéré d'engager dans cette histoire. On ne pouvait approcher de Dunkerque, je dirais, que des navires de faible tirant d'eau et de moindre valeur. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir envoyé les 4 ou 5 cuirassés qui sont au cœur de la Royal Navy ramasser des fantassins. Ça ne valait pas le coup. C'est donc une décision tout à fait logique. Puisque nous sommes autour de Churchill et dans son état-major, là, quand les Anglais décident-ils de mettre sur pied cette opération de sauvetage ? Alors, elle est préparée le 19, quand il devient évident à Lord Gort, qui commande le corps expéditionnaire britannique sur le continent, que les Français ne sont pas en mesure de rompre cet encerclement allemand et de mettre sur pied la contre-attaque décisive. Notre armée est dans un état d'abouli, d'indécision, il faut le reconnaître. De désorganisation en tout cas. Oui, qui choque beaucoup les Anglais, ils comprennent. Mais Lord Gort fait ça dans son coin tout seul, il n'a pas l'accord de Churchill. Ce n'est que progressivement, à partir du 23, que Churchill comprend que, hélas, il n'y aura probablement pas d'autre solution, et la décision politique est prise le 26 mai 1940, et immédiatement communiquée à Paul Reynaud. Le président du Conseil français. Le président du Conseil français. Les Français ne sont donc pas laissés à l'écart de la décision politique. Oui. C'est presque une opération concertée, on pourrait dire. C'est une opération, en tout cas, qui n'écarte pas les Français. Alors, il y a quand même un certain nombre d'ambiguïtés et une série de malchances invraisemblables. Nous changeons de commandant en chef en pleine bataille. Le patron des forces qui se trouve dans la région de Dunkerque, le général Billotte, se tue dans un accident de voiture. Toutes les malchances sont du côté des Alliés. Donc, ce qui aurait pu être planifié, c'est finalement, vu le contexte apocalyptique que vous avez bien décrit, ne s'est pas si mal passé. Les Allemands ont été surpris de voir la vitesse à laquelle les Français et les Anglais ont été capables d'emmener autant d'hommes sur la côte. C'est très compliqué, avec quelques routes, de faire circuler 400 000 bons hommes. C'est un véritable exploit, en tout cas. Ah oui, ça a été assez extraordinaire. Alors pourquoi les Allemands n'entrent-ils pas tout de suite dans Dunkerque ? Pourquoi Hitler ralentit-il ses troupes ? Voilà la grande question. Le 24 mai,
Les Allemands sont à 18 km de Dunkerque. Il y a là plusieurs divisions blindées, 2 régiments d'élite, dont un de SS. Il n'y a plus qu'un mot à donner. Ils sont sûrs de réussir. Ils sont sûrs de réussir, il n'y a personne. Il n'y a personne. Le port flamand est à prendre. Or, arrive vers 11h30 midi un ordre de ne pas bouger. Et l'ordre vient de là-haut. Hein. L'ordre vient d'en haut. L'ordre vient de qui? Du général, du Feldmarschall Gerd von Rundstedt. Rundstedt, qui commande le groupe d'armées dont dépendent ces panzers, décide de ne pas aller plus loin. Il s'est mis d'accord avec Hitler. Hitler n'est pas seul dans l'affaire. Hitler et Rundstedt sont d'accord pour arrêter les panzers. Pourquoi? Eh bien, ça peut vous paraître curieux, mais il y a là un écho, ce que j'appellerais le syndrome de la bataille de la Marne. Rappelez-vous, en septembre 1914, alors que les Allemands semblent sur le point de remporter la bataille contre les Français en quelques semaines, Paris est à prendre, se produit un miracle pour les Alliés, la contre-offensive réussie de Joffre sur la Marne, qui frustre les Allemands de la prise de Paris et de la victoire dans la Première Guerre mondiale. Hitler, comme Rundstedt, craint qu'une contre-attaque venue soit du nord, soit du sud, vienne isoler les panzers et les détruise. Et voilà. Autrement dit, il surestime les Français. J'aime bien votre expression « écho ». C'est là qu'on voit que le souvenir de la Première Guerre mondiale va avoir une influence directe sur une décision stratégique. Écho d'hommes qui ont vécu, n'est-ce pas? Rundstedt a vécu ces événements. Hitler, en simple soldat, l'a vécu dans les Flandres, à quelques kilomètres de Dunkerque. C'est donc, vous voyez, parfois le passé peut être très mauvais conseiller. C'est très étonnant. Et alors, l'écho que nous renvoie aujourd'hui Dunkerque est très fort et très puissant, comme le montrent les très nombreuses réactions qui nous arrivent constamment et qu'on ne pourra pas toutes citer, évidemment, et pardonnez-nous, bien sûr, mais ce ne serait pas possible. Que vont devenir tous ceux qui ont réussi à se rembarquer? Alors bon, ceux qui sont prisonniers, évidemment, ils sont emmenés ils partent dans les en déportation. Les 220 000 Britanniques et les 120 000 Français qui passent de l'autre côté vont avoir des sorts très différents. Une petite partie des Britanniques va revenir avec le second corps expéditionnaire, car ça c'est une réponse aux détracteurs issus de Vichy. Les Anglais n'ont pas cessé le combat avec Dunkerque. Il y a un deuxième corps expéditionnaire qui s'est constitué. Exactement. Il y a 150 000 soldats britanniques qui sont venus boire la coupe jusqu'à Lally avec nous. Incroyable. En juin. Mais bien sûr, mais il faut le dire. Il faut tout de même le rappeler. Le deuxième élément, c'est que les Français, malheureusement pour eux, à part une poignée de spécialistes, vont prendre le train à Douvres, être amenés sur les côtes de la porte sud, les côtes sud de l'Angleterre, embarquer à nouveau sur des bateaux britanniques ou français, débarquer dans la presqu'île du Cotentin ou au Havre pour la plupart, et les malheureux renvoyés au front. D'ailleurs, la plupart du temps, ils seront faits prisonniers avant même d'avoir retrouvé leurs unités. Les Allemands les captureront 10 jours, 15 jours après l'échappée miracle de Dunkerque. On peut dire ceux-là n'ont vraiment pas eu de chance. Oui. Entre les admirables papiers, si je puis dire, de Joseph Kessel et le livre de souvenirs de l'enfant qu'était Jacques Duquesne, se situe un certain nombre de grands récits. On a parlé du week-end à Zuidcote de Robert Merle qui était là, hein, bien sûr. Claude Simon, la route des Flandres. Magnifique ouvrage, ça. Qui raconte merveilleusement bien. N'oubliez pas qu'également... Et Marc Bloch se trouvait... Il va se poser des questions sur l'étrange défaite. Bien entendu, il est là, capitaine aux essences du groupe d'armée numéro 1, et il vit tout cela, il est au premier poste pour voir cet effondrement stupéfiant de l'armée française. Merci infiniment, Jean Lopez. Je rappelle que vos mythes de la Seconde Guerre mondiale, le deuxième volume de ce livre qui a été un grand succès dans son premier volume, paraît chez Perrin, là, très bientôt, le 21 septembre. Vous l'avez écrit avec Olivier Vieviorca, lui aussi grand habitué de cette émission. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de la bataille de Dunkerque 1940. Il est temps maintenant d'aller sur place, là où l'histoire s'est faite. Et votre guide cet après-midi sur Europe 1, c'est Vanessa Za, qui est chroniqueuse tourisme, culturel et patrimoine sur Europe 1 et que vous retrouvez tous les week-ends dans la matinale de Sébastien Guyot. Bonjour Vanessa. Bonjour Franck. Vous nous dites qu'il est possible de survoler le site dont nous parlions. Oui, exactement. Dans un avion de guerre? Dans un avion léger du type Beechcraft, en fait. Hein. Vous survolez les sites à
la manière d'un pilote de Spitfire en 1940. Incroyable. Donc là, vous pouvez, au cours du vol, vous pouvez apercevoir la jetée qui est à l'est, les plages, Malo-les-Bains, les blockhouse, le fameux Fort des Dunes qui a joué aussi un rôle important dans cette opération Dynamo, le sanatorium, et puis évidemment les épaves à marée basse, sans oublier les cratères qui ont été laissés par les bombes allemandes et alliées. C'est là qu'on voit que la côte a été meurtrie et on peut encore en voir les traces et des cicatrices. C'est assez magnifique. Ça vaut donc c'est un forfait pour 3 personnes de 120 €. Ça fait 40 € par personne. C'est ça, et c'est un quart d'heure à peu près. C'est un bon quart d'heure. D'accord. Voilà. Et donc à qui faut-il s'adresser parce que je sens que ça va plaire à nos auditeurs. Il faut s'adresser ou à l'Office du tourisme de Dunkerque. D'accord. Et en tout cas, on parle de l'aérodrome donc d'Emoer. Alors on pourrait évidemment, même si la ville, vous l'aurez compris, a été particulièrement maltraitée pendant au début de la Seconde Guerre mondiale, mais pas seulement au début d'ailleurs, on pourrait parler de Dunkerque, de son patrimoine, de sa magnifique histoire, car c'est une ville très passionnante à bien des égards. En l'occurrence, je vous avais demandé de vous concentrer un peu sur notre opération Dynamo et sur ce musée de 1940. Expliquez-nous ça. Alors, le musée de 1940, qui a été renommé Opération Dynamo, alors il est important, parce que déjà pour comprendre tous les enjeux de cette fameuse bataille de Dunkerque et de cette opération Dynamo, parce qu'il est installé en plus dans les courtines du bastion 32. Vous savez, c'était les authentiques, en fait, bastions du commandement, c'était le quartier général des forces françaises et alliées. Et là, vous allez donc pouvoir comprendre tout ce qui s'est passé. Oui, c'est bien fait, c'est pédagogique. C'est pédagogique, c'est ludique. Ça s'adresse donc à toutes les générations. La scénographie donc vous permet de découvrir des photos, des vidéos, les cartes des opérations militaires. Mais les enfants vont pouvoir voir aussi des armes, des uniformes. Il y a des maquettes aussi qui ont été reconstituées. Donc ça, c'est vraiment à faire dès qu'on arrive pour bien se mettre un petit peu dans le cadre historique. On peut même voir un bateau qui a participé à l'opération Dynamo. Alors oui. Et bien, figurez-vous que c'est le Princesse Elisabeth. Alors, on le voit très rapidement dans une des scènes du film, au moment où on voit qui porte le nom de celle qui n'était pas encore reine d'Angleterre. Voilà, si le Princesse Elisabeth. On a donné d'ailleurs le nom donc de ce nom d'Elisabeth à ce bateau un an en fait après sa naissance. Et c'est un bateau qui a eu un rôle primordial puisqu'il a sauvé en 4 voyages, donc 4 allers-retours entre Dunkerque et Douvres, 1673 soldats, donc quand même 500 Français. Et donc on peut le voir aujourd'hui. Je vais pas vous retracer toute l'histoire de ce bateau parce que il a servi en même temps de ferry, après pour des croisières, aussi de bateau pour donc des films. On l'a vu même dans 2 Disney. Et aujourd'hui, donc on peut le visiter et rentrer dans toute cette atmosphère, cette reconstitution. Et ils ont même créé un restaurant, donc bistronomique, qui se trouve sur le pont principal. Alors là, vous êtes dans une ambiance très Chesterfield. Et puis, vous avez donc ce menu gastronomique. Vous avez pour Lorena la possibilité de participer au Tea Time. Et puis, évidemment, le Sunday Lunch. Voilà. Vous vouliez nous parler d'un sablier. Un sablier. Alors, c'est très étonnant et en même temps, c'est très symbolique. C'est un sablier qui surgit comme ça au moment où vous sortez de ce musée de 1940, le musée Dunkerque. Et c'est une œuvre monumentale qui fait un peu plus de 7 mètres de haut et presque 5 mètres de large. Ce sablier, il pèse 113 tonnes. On peut l'apercevoir donc de la digue de jour comme de nuit, parce que de nuit il est éclairé. Et en fait, il symbolise l'esprit de Dunkerque, c'est-à-dire la capacité que la ville et les habitants ont eu pour se relever. Et l'architecte qui a construit ce sablier, c'est une jeune architecte d'une quarantaine d'années qui s'appelle Séverine Hubbard et elle explique finalement que dans le traitement du sablier, il y a le traitement du temps. Cette analogie qu'il y avait aussi ce compte-gouttes de ces soldats qui étaient pris donc dans cette poche de Dunkerque et qu'il a fallu évacuer un par un, en fait, 10 par 10. Voilà, et puis de passer finalement de la défaite
à ce qui deviendra plus tard une victoire. Un premier pas vers la victoire. Voilà. Merci beaucoup Vanessa d'avoir pour nous visité ce musée de Dunkerque 1940. J'ai entre les mains le livre officiel du film de Joshua Levine, ça s'appelle tout simplement Dunkerque chez HarperCollins, et puis également un très bel album avec beaucoup de photos qui sont poignantes, incroyables. 340 000 soldats britanniques et français évacués vers l'Angleterre. Ça s'appelle Dunkerque 1940, opération Dynamo de Jean-Charles Stasi chez Emdal. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Bonjour Lorena Martin. Bonjour Franck. Vous allez nous parler de Dunkerque, vous aussi ? Oui, et de Dunkerque à travers un parfum, figurez-vous. Oui, qui a été spécialement créé à l'occasion de la sortie donc du film de Christopher Nolan. J'espère qu'il ne sent pas trop le pétrole en train de oui, pas du tout, je vais vous expliquer tout ça. La vieille marée. Pas du tout, au contraire. Pour accompagner donc la sortie de ce film, en fait, l'Office du tourisme de Dunkerque a mis en place toute une série d'événements. Ils ont même déposé la marque Opération Dynamo mai-juin 1940. Et puis, ils ont eu cette idée de créer un parfum qui devienne un peu la signature olfactive de Dunkerque, qui illustre en fait ce que l'on voit dans le film, ce lien entre mer, terre et air, et ces plages immenses, un univers maritime qui est quand même l'identité même de Dunkerque et de son histoire. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que la ville a créé un parfum. Il y a une dizaine d'années, ils avaient déjà sorti le parfum Dune des Flandres, et donc ce parfum, la Dunkerque, a fait appel à la société en fait Marcus Spurway, qui sont maîtres parfumeurs depuis 1825 à Mouans-Sartoux, dans les Alpes-Maritimes, et c'est une société... Donc pas du côté de Dunkerque, ce qui n'est pas très étonnant pour ce que... oui, voilà. Cette société est spécialisée en fait dans les univers olfactifs des marques, et ils ont composé ce parfum avec des essences de grâce. Ce n'est pas un parfum non plus iodé. Décidément, on est dans l'iode en ce moment. Mais ça sent quoi alors? C'est en fait les notes de tête, c'est citron, bergamote, jasmin. Les notes de cœur, cardamome, poivre noir et noix de muscade. Et les notes de fond, bois de gaillac, santal et cèdre. Ça a l'air pas mal quand même. D'un seul coup, on a envie. Un peu plus rêvé. C'est pour les hommes ou les dames? C'est mixte. En fait, c'est pour hommes et femmes. Et le flacon est en métal brossé, qui leur a fait un petit peu penser aux gourdes des soldats. Merci beaucoup, Lorena Martin. Merci à vous. Nous n'avons pas eu le temps de tout voir, Anissa, tous les messages. Mais... Exactement, vous étiez très nombreux aujourd'hui. Et demain, je pense qu'il y aura encore de très nombreux messages, puisqu'à 14h, nous plongerons au cœur de l'histoire de Jeanne Moreau demain. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.